Te mets pas la pression. On est bien là? Tu l'entends toi? Ouais, j'ai une oreillette. Attention. Oh, dégueulasse. Il a fait entendre sa voix pour la première fois un 18 janvier 1988 à Chambéry, là où il a fait ses premiers pas dans le rugby. Un premier club parmi 14 qu'il aura connu durant une carrière qui l'aura mené jusqu'au Brennus et au 15 de France. Nous recevons Lucas Pointu. Lucas, bonjour. Salut, Jérôme. Enchanté. Écoute, ravi de t'accueillir sur Rugby Amateur et pour cette interview qui va nous permettre de découvrir ton parcours, pour le moins atypique, je le disais, avec pas mal de clubs, Un petit panel. un petit panel. A priori, quand même, tu es né à Chambéry Mhm. et tu y as fait tes premiers pas. À quel âge? Aux alentours de 14-15 ans, 14-15 ans. quand j'étais au collège. Et qu'est-ce que tu as fait avant comme sport? Du foot, du basket. Je crois que c'est tout. D'accord. Au foot, tu jouais quel poste? Libéraux, mais j'avais des petits problèmes de positionnement. Et basket, meneur de jeu? Non, pivot. Pivot, d'accord. Bah écoute, et donc tu arrives à 15 ans au rugby, pourquoi et comment? Tout simplement, j'étais au collège et des copains de classe qui m'ont embarqué un soir à l'entraînement. J'ai pas prévenu mon père, je suis parti. Il m'a récupéré le soir au stade et puis à partir de là, c'était lancé. Et ça t'a plu de suite? Ça m'a plu, oui, parce que tu étais intégré par des copains et que pour moi c'était important. Donc il y avait vraiment le sentiment d'appartenance. D'accord. Donc du coup, j'en ai plus jamais décollé. Donc là, tu as 15 ans, tu joues quel poste pour commencer? Je commence deuxième ligne durant quelques années, deuxième, troisième ligne. J'ai alterné en fonction des clubs et du niveau des groupes surtout. D'accord. Voilà, parce que je faisais partie des grands. Puis après, avec le temps, il a fallu se raisonner. Oui, tu mesures 1,88 m. C'est ça. D'ailleurs, le chiffre 1 et 8, ça te suit quand même. Oui, il est très présent. Parce que je rappelle, tu es né en 18, 88, tu... 0-1, 01, 1988. ouais. Tu pèses 88 kilos. Oh, ouais, ça c'était à 12 ans, je pense. Donc après Chambéry, vite Grenoble qui arrive. Ouais. C'est ça? C'est ça, rapide. Donc là, ça veut dire quoi? On te repère? Comment ça se passe? Ah non, pas du tout. On était sur les sélections des pôles comme Jolimont, où il y avait Villefranche-sur-Saône, dans la région. Mhm. J'avais été présélectionné pour les derniers candidats. Mon bulletin de notes avait fini de trancher la décision. Et j'avais passé librement les tests pour le pôle qui était l'équivalent sur Grenoble. D'accord. Voilà, avec un mélange de lycée et de collège. Et donc du coup, en fait, j'ai été intégré à celui-là. Et donc là, tu arrives donc à Grenoble. Tu y restes combien de temps là? Je crois que j'arrive en Crabos. Mhm. J'y reste 2 ans, il me semble. J'y reste 2 ans. Après, c'était un peu avant la majorité. Mhm. Et c'est l'année où l'entraîneur de la première est décédé. Et nous, on avait Franck Corillon, qui était directeur du centre. Nous, on a fait cette transition-là. Il y avait une volonté de m'intégrer au centre de formation, mais j'étais trop jeune. Alors j'ai quitté le pôle en avance, j'ai intégré le centre de formation, mais c'est l'année où Corillon du coup a basculé avec la première, donc c'était plus compliqué à gérer. Donc je suis resté quand même au contact du pôle et je vivais au centre de formation, tout D'accord. simplement. Et ensuite j'ai eu la volonté de changer de poste. Corillon était pas trop d'accord à l'époque, mais il m'a mis un tir de fou. Tu dis j'ai eu la volonté, donc c'est toi qui as voulu imposer ton C'est changement moi, de poste. voilà, c'est moi qui ai voulu changer de poste. Donc de Mais, deuxième à première ligne déjà ou... de deuxième, troisième ligne à première ligne. Mhm. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'était des échanges que j'avais avec mon père et qui me disait que si j'avais vraiment des intentions plus hautes et professionnelles plus tard, il fallait pas se leurrer, je ne serais jamais plus d'1,90 m, qu'il y avait quand même des profils et que ça correspondait aussi plus à mon tempérament et à ma manière de jouer. Voilà. C'était vrai. Totalement. D'accord. Voilà. Et, mais ensuite, je suis parti à Clermont-Ferrand. Et ça s'est pas fait de suite, le changement de poste. D'accord. C'est-à-dire? Eh bien, sur la fin de la période de Grenoble, j'étais au lycée. Et
Et j'ai été sélectionné en équipe de France moins de 18, si tu veux, au poste de troisième lignel. Et donc du coup, en fait, ça a du coup valorisé ce poste. L'ASM était venu me chercher. Donc du coup, en fait, on est resté dans la trame. Si tu veux, il y a quand même un gros centre de formation là-bas. J'avais quand même cette idée en tête. Alors, j'ai fait 2 ans à Clermont-Ferrand. Mais j'étais assez frustré finalement de rester à ce poste-là. Qu'il y ait de la concurrence ou non, ça n'avait pas trop d'importance. Mais je ne me voyais pas évoluer plus que ça. D'accord. Ce qui fait qu'après tu repars. Alors du coup, j'ai fait aussi 2 saisons à Clermont-Ferrand. Ouais. Puis Tu vas à Bourg-en-Bresse après. ouais, ça m'avait pas mal gonflé. Il y avait quand même à l'époque Sam Cherouk qui a été entraîneur des féminines, que j'ai recroisé quelques années plus tard. Fred Thio, c'était des mecs qui me poussaient à ce changement et qui étaient d'accord. Clermont n'était pas forcément d'accord. Et forcément, ils avaient engagé un gamin pour jouer troisième ligne qui voulait changer. Ça reste une transition qui est incertaine. On peut dire ce qu'on veut. Eux, ils parient de l'argent en investissant sur nous. Ça a été un peu conflictuel. Et en fait, j'ai pris ma bagnole et je suis parti faire tous les tests dans plusieurs clubs en une semaine. T'as pris ta voiture, Ouais. sans prévenir personne, Non. et t'es parti comme ça, sans prévenir Bah, qui que ce soit. c'était la génération et la période où tous les clubs, tu sais, font leurs tests pour Oui. intégrer Oui, les oui. garçons au centre de formation. Alors, j'avais commencé à faire 2-3 tests, mais c'est surtout l'année d'après que j'ai refait le plus gros Tour de France. Donc t'as fait quoi exactement? Oh, je m'en rappelle plus. C'est marrant parce que j'ai fait quand même pas mal de clubs où j'ai fini après, qui m'ont pas pris au départ. Ouais, ça arrive souvent, ça. Bah, du coup, j'avais fait Bourg-en-Bresse, j'avais fait Béziers, Pau, La Rochelle. J'en ai fait 2-3 autres dans la même Donc, t'as fait semaine. des kilomètres quand même. Ouais. Et en fait, on faisait des tests tous les jours. On était parti avec un pote de Bourg-en-Bresse et on faisait tous les jours les tests, chaque jour de la semaine, dans les différents clubs. Et on dormait dans la bagnole. Et donc c'est Bourg-en-Bresse qui te garde. Alors, il y a eu 2 époques, il y a eu 2 périodes où justement on a fait une première tirée où j'ai fini à Bourg-en-Bresse et après Bourg-en-Bresse où on a refait un tour des clubs et on a validé ça. Donc oui, j'ai fini à Bourg-en-Bresse sous les ordres de Maréchal et Anturville, là où moi je m'entraînais avec la première. Bourg-en-Bresse, ils accédaient à la Pro D2. Donc pour moi ça restait quand même une bonne transition, j'étais avec les espoirs. Et puis Maréchal, c'est un mec qui est pas forcément connu dans le monde professionnel, mais par contre dans le monde amateur, déjà c'est un mec bien. Ouais, respecté. Ouais, et puis qui est passionné par les jeunes, qui nous a vraiment beaucoup apporté. Et- Sportivement, humainement. Ah oui, oui, moi je le vois encore, D'accord. 20 ans plus tard. D'accord. C'est un super mec. Et c'était à l'ancienne. Bourg-en-Bresse, c'est vraiment un club particulier, mais que j'ai eu beaucoup d'affection pour ce club. Pourquoi particulier? Bah déjà, tu as un public particulier. Hein, c'est le côté rural, c'est les gens, c'est le rendez-vous du dimanche. C'est quand même la seule tribune où tu entends tout un public scander arbitre enculé. Donc moi, je trouve ça quand même particulier. Mais ils mettent du cœur et puis ils sont unis. Tu vois, on pourra pas leur enlever. Bon, et là donc on est aux alentours de 2007-2008, c'est vrai? Ouais, c'est ça. Parce que après tu bascules en 2009, il y a une petite bascule là quand même, tu vas à Béziers. Ouais. Bah, du coup, je fais qu'une saison à Bourg-en-Bresse. C'est un peu, Finalement, si tu me permets, une saison c'est un peu ta limite hein, pendant un certain temps. à très longtemps, mais c'est une volonté. T'es pas du genre à t'installer dans un club. Non, alors, d'une, j'aime pas la monotonie. De deux, tu ne connais pas le système dans lequel tu arrives. Tous les clubs sont différents. Et après, moi, sportivement, j'étais un excessif. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je suis passionné de faire. Si je vois les limites de quelque chose, je me lasse, je passe à autre chose. Et si certains vont chercher la sécurité dans le contrat de longue durée, moi j'ai toujours eu peur qu'en fait ça amène à de la stagnation. Et que du coup tu te remettes pas en question. Alors, où est le juste milieu entre j'ai de la sécurité parce que j'ai un contrat de 3, 4, 5 saisons et quel est mon vrai objectif personnel. Voilà. Moi personnellement, ce que je voulais, c'était pas être le meilleur au monde, c'est atteindre mon meilleur niveau.
Voilà. Et là où il serait, ce sera ma limite, et puis c'est OK. Et là, quand tu arrives à Béziers, quand même, Béziers est en Fédéral 1 à ce moment-là, on le rappelle. Ils descendent, oui. Ouais, ils descendent de Pro D2, C'est ça. c'est la Fédéral 1 de l'époque, donc c'est la 3e division de l'époque. Ça se passe comment? Ça se passe très bien. Si tu veux, à Bourg-en-Bresse, du coup, j'étais néo-pilier. Voilà, je me formais, du coup, avec Maréchal et son beau-frère, qui m'ont beaucoup apporté. Et puis avec aussi un groupe de jeunes qui était intéressant. Et puis il y avait aussi les mecs de la première avec qui j'ai gardé certains contacts. Il y avait Sylvain Charlet, Bertrand Aurignac. Il y avait quand même un effectif intéressant à cette époque-là, sur de la Pro D2 qui montait de fédéral, parce que c'était pas non plus les formats d'aujourd'hui. Ouais. En arrivant à Béziers, l'avantage c'est que quand je m'y étais présenté en test, j'étais troisième ligne qui voulait devenir pilier. Ils m'ont dit c'est n'importe quoi, tu n'y arriveras jamais. Voilà. Et si tu veux, Monsieur Porte, je crois, ou Laporte, il s'appelait, à Béziers, le président à l'époque, il m'a rappelé un an plus tard, et en me disant écoute, on veut absolument que tu viennes et tout. J'ai dit écoute, franchement, non, parce que tu ne m'as pas cru quand moi j'ai voulu, donc pourquoi je ferais. Et il a fait tous les efforts pour que je vienne, donc je me suis investi au club. Et pour moi, j'étais aspirant Pro D2. Aller en Fédéral 1, c'était aussi une occasion de s'imposer. Voilà. Après, alors ça a souvent été mon cas, tu seras troisième ou quatrième pilier. Alors là, les prédictions de tes troisième ou quatrième, moi, ça m'importe peu. La vérité du terrain, c'est toujours celle qui l'emporte. Et je trouve que c'est toujours un bon challenge. Oui, tu pars de plus loin. Dans leur tête. Mais plus tu pars de loin, plus tu peux surprendre. Alors que si tu arrives avec des acquis et des certitudes, plus tu peux décevoir. Donc là, tu es dans la continuité de ton début de carrière, puisque tu restes 1 an à Béziers. Alors à l'instant T, moi je suis pas sûr que je suis dans un début de carrière quand même, parce que tu rétrogrades, tu redeviens amateur, même si tu as un contrat professionnel, c'est de la 3e division, faut pas non plus se leurrer, tu sais que c'est très fragile. Mais dans un club qui a quand même un vécu et dont on sait très bien que l'objectif c'est de remonter en pro. Oui, mais tu voyais combien de clubs, à partir de cette époque-là, un peu après l'ère du professionnalisme, commençaient à se casser la gueule. Ouais, c'est vrai aussi. Donc, tu n'es pas grand-chose quand tu tiens aux manettes du club. Fin de saison 2009-2010, tu arrives à Narbonne. C'est ça. Donc, tu fais une saison, donc je confirme. La première saison à Béziers, et la seule d'ailleurs, elle se passe très bien. Je joue beaucoup. Et puis Narbonne me contacte. Et ça se fait dans la foulée. Là, ça y est, tu es définitivement considéré comme un pilier, il n'y a pas de souci. Alors, ouais, non, quand même. Il y a eu des particularités sur cette saison-là. C'est-à-dire c'est-à-dire que, à l'époque, il y avait Jérémy Castex en pilier droit et Abdelaziz Benali. Il y avait des piliers gauche aussi, un peu moins connus. Et si tu veux, je jouais pilier, mais moi je jouais ce qu'il fallait jouer, en fait. Donc du coup, j'en avais rien à faire. Droite ou gauche? Moi, tu sais, je me formais, donc j'en avais rien à foutre. Je voulais jouer. Et en fait, les 4-5 premiers mois, ça se passe. J'ai absolument pas l'intérêt du coach, qui fait pas plus gaffe que ça. Mais les 2 piliers droits en question, eux, ils s'occupaient de moi. Voilà. Et ils nous prenaient en main. C'est des mecs qui sont encore aujourd'hui présents dans ma vie. Et si tu veux, je crois, octobre ou novembre, l'entraîneur, au cours d'un entretien, il me dit « Mais qu'est-ce que tu joues ?» Ah, j'ai dit « Pilier, mais bon. » Et en fait, je jouais jamais. Donc tu te calculais pas du tout? Ah absolument pas, j'existais pas. Particulier, et puis, ça, quand même. Non, c'est récurrent en fait dans les clubs. Les jeunes, c'est très difficile. Et aujourd'hui, avec du recul, je comprends les entraîneurs. C'est difficile d'avoir la considération pour tout le monde, la place pour tout le monde entre tes objectifs personnels, les objectifs de club, la gestion de l'effectif, la gestion humaine. C'est quand même des critères qui sont pas négligeables. Avec du recul, j'ai pas de rancœur particulière. Puis en fait, c'est marrant parce que ça construit aussi au travers de ton ego quelque chose qui te nourrit et qui t'aide à te construire en tant qu'homme autrement. Et si tu veux, j'ai eu un problème médical à Noël. À l'époque, j'avais chopé un kyste. J'ai dû me faire opérer d'urgence.
Et, je crois que 2 semaines après, tu sais, c'est les kystes à la con qui doivent se refermer tout seuls au niveau du coccyx, c'était l'enfer. Et 2 semaines après, l'entraîneur, il y a une couille, il y a un blessé. Et du coup, il dit, il nous manque un pilier droit. Je dis, non, mais moi, je peux jouer. En fait, du coup, je pouvais pas. Parce que j'étais ouvert. Bah oui. Mais en fait, avec mon frangin, on avait bourré de trucs pour les plaies Ouais. et de Chatterton et j'avais joué. Mais pour moi, je pouvais pas louper cette occasion. Donc du coup, j'ai joué 1 mois et demi comme ça. Mais c'était l'enfer. Et c'est un peu grâce à ça que j'ai commencé à faire mes premiers pas. Et ça s'est su après ou c'est resté secret Donc c'est la première fois que j'en parle. C'est original. Ouais, mais ça manque pas d'originalité sur mon parcours. Je l'ai dit en intro, hein, j'ai dit que c'était atypique. Hein. Ouais, Donc on va ça aller me de va. surprise en surprise, mais là, celle-là, elle est belle quand même. Ah, tu seras pas déçu. Celle-là. Donc je disais, t'arrives à Narbonne en Pro D2, mais tu joues que 4 matchs. Ouais. Comment ça se fait là? Qu'est-ce qui se passe? Bah, j'étais pas forcément dans les petits papiers. Et puis mon niveau aussi à droite était quand même pas sécure pour le staff. D'accord. Hein, donc, ça me semblait logique. On avait juste joué un match. Je me rappelle à Aurillac, je crois que j'avais joué titulaire à ce match-là, où ils avaient envoyé tous les jeunes un peu au casse-pipe, à Aurillac, histoire qu'on concentre toute la merde au même endroit. En hiver? Hein. Et on avait gagné. Et à l'époque, c'était Pierre-Henri Brocant qui entraînait Aurillac. Hein. Et moi, je me rappelle ce jour-là, j'avais fait une glissade pour me replacer sur le terrain. Je sais pas, sur 15 mètres en glissant sur les genoux et en tournant en même temps. Et la semaine d'après, l'entraîneur l'avait fait faire à tout le monde. Parce qu'il trouvait ça génial. Mais il m'arrive souvent des trucs comme ça. T'étais précurseur des cascades. Ouais, franchement, je suis pas Zidane, mais quand même, je peux inventer quelques saucisses. Bon, vu que ça se passe super bien à Narbonne, tu enchaînes et là tu vas en Fédérlune à Saint-Étienne. Alors, si tu veux, là où ça n'avait pas été top, c'est que Narbonne, en fait, la situation du club n'était pas sécure. Il y avait des promesses de nous re-signer, et au final, je me suis retrouvé le bec dans l'eau, sans contrat. Et donc, du coup, il a fallu se rabattre de dernière minute sur un club. Tu sais comment c'est, la danse des agents, des clubs, etc. En fait, je me suis démerdé tout seul avec un copain qui jouait à Carca. On a pris notre bagnole et on est parti à Saint-Étienne. C'était de la dernière chance. C'était un rendez-vous particulier aussi. Alors, bah, on est obligé de te demander pourquoi, parce que dès que tu dis le mot particulier, Ouais, il y a mais, vraiment une belle anecdote derrière. Ouais, mais des fois, quand je raconte, franchement, c'est n'importe quoi. Je me dis que c'était un sketch. Mais on est arrivé à Saint-Étienne et on est accueilli par l'entraîneur en chef, qui était on va dire, un petit homme, qui s'appelait Fred Koch, qui était franchement un mec. C'est bien aussi tous les noms. Ouais, mais il était adorable, franchement. On a passé une bonne saison. Et il y avait Richard McClintock, qui était manager. Et on est reçu par le club, mais c'est vraiment à l'arrache. Et on arrive, et je crois qu'ils sont 3 ou 4 présidents dans le club. Et on est reçu en entretien. Et puis, en fait, on avait un accord de principe. Et on avait les 4 présidents à table et les 2 joueurs, on était dans la négociation. Et puis à chaque fois, il y en a un qui n'était pas d'accord. Et donc, si tu veux, moi, au bout de 20 minutes, j'ai dit, écoute, vous me gonflez. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on se casse et puis vous nous rappelez. Et au final, on est parti, l'entraîneur nous a rattrapés. Et on a fini par signer l'accord de base. Et on s'est retrouvé à emménager à Saint-Étienne la semaine d'après. Donc, fin stratège en négociation, a priori. Hein, je sais pas si c'est fin stratège, mais à un moment donné, quand ça me gonfle, ça sert à rien de discuter. D'accord. Bon, là, tu t'installes dans le Forez, donc ça se passe. Tu restes un an, hein, comme d'hab. Alors, je reste pas un an. Ah, vas-y. C'est là que tu vas avoir des fausses notes. Je reste pas un an parce que on est quand même finalement pas mal de mecs qui redescendent du niveau d'après. Saint-Étienne, ils redescendent de Pro D2. C'était un club quand même en construction parce que c'est ceux qui avaient vécu une ascension quand même plus que fulgurante, mais fragile. On fait cette année-là où c'est un club qui a des ambitions, mais la structuration, c'était quand même pas ça. Après, l'hiver dans le Forez, il faut franchement se taper. C'est compliqué. c'est au-delà du concept. Là,
Ça, c'est l'horreur. Toi, t'es natif de Chambéry, donc. Ouais, non, mais tu vois, pas grand-chose. C'est pas du tout la même limonade, quand même. Ouais. C'est... Attends, T'as pas la montagne, mais t'as le froid. Je me rappelle... Pardon. Un jour, il faisait froid. Et l'entraîneur, Fred, justement, il m'appelle. Il me dit, ouais, t'es où? Je lui dis, gros, regarde le thermomètre. Et il faisait -21. Et je dis, jamais de la vie, je viens. C'était hors de question. Au final, il nous a fait chier pour qu'on vienne. On est venu, le terrain c'était comme ça. Je dis, bah tu vois, on annule. Donc finalement, on a annulé. Puis il n'était pas question que j'y aille. Et, et après, j'avais des envies d'ailleurs. J'étais quand même globalement déçu parce que tu commences à faire le yo-yo entre pro, amateur, pro. J'avais un gros ras-le-bol, pas du jeu du rugby, mais du système que ça représentait. Et j'avais 2 copains avec qui on avait l'ambition de partir en Australie. Juste vivre et puis jouer au rugby, s'éclater un petit peu. Et en fait, c'est après la trêve hivernale, ça commençait un peu à germer. Mes 2 copains, ils se blessent, donc du coup, ils peuvent pas partir avec moi. Et moi, je dis, bon, je vais quand même me barrer, parce que ça me gonfle. Donc au bout de... Ça, c'est la première saison à Saint-Étienne. Bah, c'est la seule. Oui, d'accord. Ah oui, donc c'était... On parle pas d'une saison entière. Oui, ben non, évidemment. On élève le niveau. Ouais, il n'y a pas de traceur GPS. C'est essentiel. Et donc, du coup, je crois que j'en discute avec Richard, le manager. Je lui dis, écoute, j'ai vraiment envie de vivre autre chose, et puis j'en ai marre. Et il me demande, en fait, d'assurer le maintien du club, et qu'après, je suis libre. Donc, il restait 2 matchs à gagner. On a gagné les 2 matchs d'après. J'ai pris mon billet. J'ai posé mes meubles dans la rue. J'ai pris 2 sacs, et je suis parti vivre en Australie. Alors, attends, on va faire une pause là-dessus. Donc, tu habites Saint-Étienne. T'es locataire. Ouais, mais c'est le climat, en fait, qui m'a fait partir. Et donc là, tu prends un billet, seul, Ouais. et tu t'en vas en Australie. Ouais. D'accord. Tu sais où t'atterris, tu as des contacts là-bas ou comment Alors, ça- j'avais un copain de Narbonne qui travaillait un peu pour Canal, qui m'avait trouvé un contact d'un club. D'accord. Mais la période australienne elle est très importante pour la suite, en fait. Je ne suis pas resté longtemps. Au début, j'étais parti pour définitivement. Mais le débat, c'est que j'avais un chien. Et tu sais, il y a les délais de quarantaine, tous ces trucs bien chiants. Et donc, du coup, je suis allé avec un visa vacances là-bas pour tester. Donc Et, pour une durée de quoi, c'est 3 mois? Ouais, c'est 3 mois. Et au final, mon pote, il m'a dit, bah, tiens, il y a le club de Randwick qui t'accueillera. Et donc, le mec vient me chercher à l'aéroport. Mais alors après, j'avais aucune information de rien. Le niveau Ah non, aucune. Puis c'était plus du tout ma priorité. Donc, Ouais. voilà, j'avais juste envie de Tu voulais vivre autre renouer avec le chose, plaisir. autrement. Voilà, et vivre, en fait. Ouais. Parce que mine de rien, j'étais rentré dans un carcan à travailler pour performer. Tu as des frustrations de ne pas forcément accéder au niveau auquel tu prétends. Tu te remets en question. Puis après, à un moment donné, tu n'en as plein le cul. Donc tu lâches. Et comment ça se passe alors là-bas quand tu arrives? Et ben là-bas, je suis accueilli par un mec du club qui m'emmène dans une maison avec et il y a des garçons, il y a 6 mecs des îles, voilà, des Fidji, tout ça. Et si tu veux, c'est une maison raisonnable. Et les mecs me filent une chambre. Et je passe quelques nuits là-bas. Je devais vivre avec eux et jouer pour le club, me trouver du taf à droite à gauche pour gagner ma vie parce que j'avais pas un flèche. Hein. Donc j'allais bosser. Je prenais les boulots dans la rue. Je me faisais embaucher sur les chantiers, t'étais payé à la journée. Je me rappelle là-bas, la première fois que je suis allé acheter des clopes, le mec, je lui demande un paquet, il me demande $30. Et je lui dis, mais sinon un seul. Mais je parlais pas anglais, moi. Ouais. Ah, Donc du coup. t'es parti en Australie sans parler anglais. Ouais, je me suis adapté. Et tu parles mieux le fidjien maintenant que l'anglais. non, je commence à me débrouiller. C'est un peu tardif quand même. Mais bon. Et du coup, le mec, je lui ai demandé un paquet. Il me dit 30 balles, enfin $30. Je lui dis non, mais j'en veux qu'un. Et il me dit oui. Je dis du coup, par contre, on va prendre des roulés. Hein. C'est pas grave. Mais... Voilà. Et puis c'était un peu la galère. Et en fait, au bout de quelques nuits, je cherchais un des gars de la baraque dans laquelle j'habitais. Et en fait, là, je me rends compte qu'il n'y a que 2 chambres, alors qu'on était 7. Et en fait, ils dormaient tous, ils n'avaient pas de lit.
et ils dormaient sur leurs fringues. J'ai dit, putain, les mecs, ils m'ont accueilli dans leur baraque, ils m'ont rien demandé. Ils me mettent dans un lit, un machin. Je leur ai dit, écoute, moi, je reste pas. Je peux pas. Et en fait, j'ai repris mon sac et je suis parti en backpack. Donc, les auberges de jeunesse. D'accord. Voilà. Et j'ai continué à vivre comme ça. Et si tu veux, je suis arrivé à Randwick, qui est un club sympa. Et du coup, en fait, je crois que j'arrivais un jeudi ou un vendredi. Et il fallait le temps que la licence vienne de la Fédé, arrive là-bas. Elle arrive de suite, finalement. Et ils ont un concept de match qui n'est pas du tout le même que nous, quand même, dans les petits clubs. Donc, en fait, il y a, je crois, 23 joueurs. Il y a 6 équipes par club, voilà, par niveau. Et un club rencontre un autre, c'est que la province de Sydney. Je crois qu'il y avait 14 clubs. Et les 6 équipes jouent les unes contre les autres. Mais les meilleurs joueurs du match de l'équipe 6 deviennent remplaçants de l'équipe 5, les meilleurs de la 5 en 4, et ainsi de suite jusqu'à monter. D'accord. En fait, je me retrouve le premier week-end à jouer 5 matchs. D'accord. Je leur dis, sympa votre système, mais bon. C'est peu usant. Heureusement qu'entre chaque, il y avait des burgers, tu vois, parce que je finissais à côté de mes pompes. Puis moi, j'étais là pour prendre du plaisir, jouer au rugby aussi, créer une vie là-bas. Et donc, du coup, je suis accueilli quand même au club par Patricio Noriega, hein, qui, je ne le sais pas, deviendra mon entraîneur à Bayonne plus tard. Ouais. Hein. Il y avait ses 2 fils qui jouaient pilier gauche et pilier droit, hein, à Randwick. Et puis, je me suis fait pote avec un Français là-bas qui jouait aussi au club, et on discutait. Puis, au bout de 2-3 semaines, il me dit, mais tu pourras pas aller en première parce que là, comme dans ce club, c'est comme ça, etc. Et il me dit, mais tu as un club à Northern Suburbs avec Scott Fava, écoute, vas-y. Et on est au milieu de l'entraînement. Et en fait, je me barre en crampon et je vais à l'autre club. Et donc, du coup, je me suis retrouvé là-bas. D'accord. Et ça se passe comment? Ils te Bon, prennent, ça se passe t'embauchent, super bien. Ils me prennent, hein, et puis je joue avec eux. Au final, après, je fais ma vie dans la ville. Je vais bosser la journée. Et donc le club que tu quittes, tu les préviens ou... Non. Non, je suis barré. Le nouveau club a dit on récupère la licence. Eux, ils s'emmerdent pas. C'est pas des procédures de partout. On le récupère, ok, bon, bonne continuation. Voilà. Ok. C'est plus simple. Donc là, si j'essaie de reprendre le fil, on est en 2010-2011 après 2011, ouais. Ouais, 2011. Ça se passe comment dans ce deuxième club australien? Du coup, ça se passe très bien, sauf qu'il y a la problématique de mon chien. Hein. Parce que j'ai ça en tête quand même. Le chien, il est où là? Et le chien est chez mon père. D'accord, lui il est resté en France. Et j'ai une de mes sœurs. Le but c'était de voir si ça me plaisait, Ouais. et après faire les démarches, parce que pour que le chien il se tape 40 jours d'attente dans un sens puis dans l'autre, c'est pas la peine. Tu vois, Oui. Surtout que toi, autant lui foutre la paix. Mais Ouais. j'étais très attaché à mon chien. Ouais. Du coup, voilà. Et au final, je reviens avant 3 mois. Voilà. Parce que j'avais des soucis familiaux, j'avais des inquiétudes. Et donc du coup, je rebascule, je reviens en France. Après coup, Donc tu as passé 3 mois en Australie? un petit peu moins. Un petit peu moins. Ouais. D'accord. Donc là tu reviens, c'est vers le mois de mai à peu près? Mai-juin? Non, c'est, je crois, on est septembre, Ah. par là, ouais, vers septembre. Donc là tu reviens à Saint-Étienne? Ah non, je reviens chez mon père. À Et j'ai arrêté le rugby à ce moment-là. Donc là tu reviens à Tu reviens à côté de Chambéry. À côté de Chambéry. C'est ça. Et donc là tu te dis quoi à ce moment-là? Rien. Alors, absolument rien. Moi, je vais sortir les rames. Non, il n'y avait pas à sortir les rames, c'est que je me dis rien, j'avais plus de prétention professionnelle, si tu veux, donc je me dis rien. Déjà, tu reviens, tu sais bien que le système, s'il n'y a pas de continuité, c'est compliqué. Ouais. Toi, tu as lâché tout le système, tu t'es barré. Il valait mieux pas amener les vidéos de l'Australie, tu vois, c'était pas la peine. Voilà. Et donc, bon, là, tu te poses et il se passe quoi? Parce que, a priori, tu... Alors là, je me pose, mais moi, j'ai mon petit frère qui joue à Bordeaux à ce moment-là, Ouais. sous les ordres de Rafa. Et sur la fin de saison, il n'est pas conservé. Et c'était en pourparlers, ça se fait pas. Et si tu veux, je dis à mon frère, viens, on prend nos affaires, on se casse tous les deux en Australie. Je dis, Yed, franchement, de toute façon, on est nuls tous les deux, donc franchement, autant qu'on se casse. Et il est chaud, au final. Et en fait, la semaine avant qu'on prenne les billets,
t'as le club de Castanet qui nous appelle avec Thierry Fossat. Et bon, je suis un peu plus âgé que mon petit frère. J'ai fait un peu du monde professionnel. Mon petit frère, lui, il n'a pas encore intégré le truc. Et du coup, Thierry m'appelle, il me dit voilà, on voudrait te récupérer à Castanet et tout. Je dis franchement, je suis pas chaud. Je suis pas chaud du tout. Castanet en Fédéral 1 à ce moment-là. En Fédéral 1, ouais. Une des belles équipes de Fédéral 1, certes, mais de la Fédéral 1. Ouais, mais moi je regardais pas trop. Après, je t'avoue que je suis acteur. Moi, ça me plaît d'être acteur, mais en spectateur, ça me passionne pas du tout. Je n'ai pas tendance à allumer la télé pour regarder un match. Ok, donc Thierry Fossat te dit quoi là? Et ben, en fait, il me demande de venir en entretien. Donc, du coup, au final, je prends le train, je monte les voir. Et il me propose un petit contrat, mais vraiment un tout petit truc, tu vois. Je crois que tu prenais même pas 700 balles par mois. D'accord. Donc pas de quoi vivre. Je leur dis écoute, moi ça m'intéresse pas. Je dis à la limite, si vous prenez mon frère, je viendrai. Mais je dis ça comme ça, tu vois. Et il me dit bah écoute, pas de problème, on le prend. Je dis bah merde, du coup, j'ai obligé de venir. Et j'avais pas spécialement envie de rester en France, mais au final, tu vois, mon petit frère, il était pas forcément, c'était pas son idée première que de partir en Australie. On se serrait les coudes, et au final, on se retrouve embarqué à Castanet. On arrive courant octobre, je crois. Mon petit frère, lui, il est en équipe B, moi j'arrive en équipe 1. On joue, je crois, de suite ou très rapidement. Voilà. Au final, au bout de quelques matchs, mon petit frère, lui, il monte en première. Il joue à droite, moi à gauche. Donc c'est notre première saison qu'on partage. Ensuite, après au cours de cette saison, moi j'ai eu une suspension, je crois. On nous dit pourquoi ou pas? Ah non, mais c'était simple. On se relève d'une mêlée et je pars courir parce que moi j'aime jouer. Voilà. Et en fait, j'ai un pressentiment, je me tourne et en fait là il y a une bagarre générale qui éclate sur mon frangin. Ouais, forcément. Tu interagis. Voilà. Je l'extrais de cette Tu situation vas d'urgence. Tu vas négocier Voilà, à ta façon. comme tout le monde le ferait. Oui. Voilà. Et donc là, tu prends combien? Ah bah, je prends un carton rouge. Oui. Je sais plus. Je m'en rappelle plus combien je prends. 2 mois ou un truc comme ça. Parce que j'ai manqué de délicatesse. Et je vais m'asseoir sur le banc et je me rappelle Thierry, il me regarde, genre en colère, et il me dit t'as bien fait. Qui est un bon compliment dans sa bouche quand même. Ah oui, mais Thierry, c'était un mec super droit. Ça, il n'y avait pas de débat. Et puis, voilà, après, on reprend la saison. On commence à jouer pas mal. Puis après, moi, j'avais quand même du caractère. J'ai beaucoup de mal avec les groupes qui avancent pas ou qui se bloquent. Ça me dérange. J'ai une horreur de la stagnation. Voilà, j'ai plein de mouvements. Et sur la fin de saison, on se prend la tête. Donc du coup, avec mon frère, on décide de se barrer avant la fin de saison. Et on était qualifiés, je crois qu'on joue à Saint-Médard en Jalles, un truc comme ça. Et moi, je sors un peu avant la fin du match. Et au final, il y a un renversement de situation. On commence à perdre. Mon frère se prend la tête avec le coach. Je dis, bon, écoute, on va pas s'emmerder. On arrête le rugby, puis basta. Ah oui, donc, Et, ça revient, ça. et en fait, ouais, c'est récurrent. C'est vrai. Bon. Et donc, du coup, ils nous avaient quand même trouvé un job. On installait la fibre pour une boîte qui sous-traitait avec Orange. Et moi, je posais particulièrement pas mal de joueurs du Stade Toulousain. D'accord. Voilà, donc c'était rigolo. Ouais. J'allais poser avec ma valise, là. J'allais tirer la fibre à droite, à gauche. C'est une expérience. Voilà. D'accord. Et, Tu discutes avec eux? alors, je discute avec eux, oui et non, parce que j'en connaissais certains. Tu vois, Yann David, parce qu'on se connaissait de jeunes, parce qu'on était de la même région. Ouais. Il y a eu le Russe, il y en avait eu d'autres, je ne me rappelle plus exactement. Mais là, jusque-là, rien de plus, si tu veux. Et on va jouer un match à Bagnères de Bigorre, je crois. Alors en fait, moi, je jouais une mi-temps troisième ligne et une mi-temps pilier. C'était le deal. Voilà, parce que... Ton deal? Non, j'étais l'entraîneur. D'accord. Voilà. D'accord. Je faisais toujours la première mi-temps en pilier, la deuxième mi-temps en 8. D'accord. Donc, moi, j'étais en kiff, hein, franchement. Ouais, bah oui. Franchement, il n'y a pas un mec qui refuserait une opportunité comme ça. Clair. Et en plus, j'ai même pas demandé.
Voilà, donc moi, ça me plaisait de jouer, de faire plein de choses différentes. Et au final, alors, il y a eu plein de choses dans cette période-là. Si tu veux, on habitait dans une résidence toulousaine. Et, euh, et on a eu un incident, en fait, un matin. J'ai retrouvé mon petit frère avec son chien empoisonné sur le parking. Et en fait, ça a été très compliqué. On a dû aller le faire piquer. Euh, et puis moi, ça me rendait très triste de le voir comme ça. Il avait beaucoup d'attachement pour son chien, moi pour le mien, on vivait dans notre appart. On faisait quand même pas mal cause commune, on avait le même boulot, on travaillait dans le même club, on avait nos animaux, et puis on se serrait les coudes, tu vois. On avait aussi une histoire un peu particulière en amont. Et en fait, mine de rien, c'est un peu le déclencheur, tout ça. Et il avait pas le moral. Et en fait, je commence à l'emmener en soirée, je prends des places pour la demi-finale de Toulon-Toulouse à l'époque au Stadium. Euh, et en fait, c'est ce soir-là qui a eu un peu le déclencheur pour moi. Euh, Mon petit frère, il me regarde au cours du match, il me regarde, il me dit, si t'avais été moins con, tu pourrais y être. Tout ça sur le terrain. Ouais. Et en fait, il me vexe. Il me vexe de dingue. J'ai pas une mauvaise réaction, mais intérieurement, je me dis, ouais, je suis quand même un connard. Mais bon, qu'est-ce qui prouve que, etc. Et puis au final, on fait la bringue après coup, on se retrouve en soirée, et en fait, on croise Sensus. Et, Johnston. et on se retrouve dehors à discuter, et il me dit, putain, mais t'as toutes les qualités pour. Et là, il me vexe une deuxième fois, tu vois. En fait, ça me gonfle et je me casse. Et le lendemain, je me lève et je me mets à travailler comme un abruti. Parce que tu te dis quoi? À y être, autant tout tenter. Tu vois. D'accord. Et un mois plus tard, en fait, je reçois un appel de Pierre-Henri Boncan, voilà, qui m'invite à le rencontrer. Et c'est là que commence l'histoire. Et là, il est à Tarbes. Alors lui, il est à Tarbes, moi je ne le savais pas à l'époque. Mhm. Son père était à Albi. Ouais. Et c'est là où, si tu veux, on se retrouve dans un PMU à l'île Jourdain. Et on discute. Et bon, après ça, je le raconte souvent, si tu veux, mais euh, il me dit voilà, tu iras dans le club de mon père ou le mien. Je dis ok, mais du coup, Lequel? pourquoi, comment et lequel je dis mais ça n'a pas l'air d'être une proposition. Mais non, c'est le premier qui aura de la place, il te prend. Et puis alors moi, je suis très provocateur, je suis une tête de con. Et je dis mais du coup, pourquoi tu veux me prendre? Et il me dit j'ai appelé au moins 10 personnes qui te connaissent et qui t'ont eu. Ils m'ont tous dit la même chose. Alors du coup, moi je suis content. Je lui dis du coup, ils t'ont dit quoi? Ils m'ont tous dit de pas te prendre. Et là, je fais. Et donc, du coup, tu le fais. Et il me dit, mais moi, je vais y arriver. Et je dis, ok. Bon, très bien. Et si tu veux, finalement, il arrive à faire une place à Tarbes. Et je crois que c'était un 1er mai où je signe à Tarbes. D'accord. Là, on est quoi, en 2013 2012-2013, la saison 2012-2013, Ouais, je crois. c'est ça. C'est ça. C'est ça, ouais. Donc là, Ouais. tu signes un contrat en Pro D2, Tarbes est en Pro D2. Ouais, c'est ça. Et donc là, Et exclusivement en pilier gauche. exclusivement pilier gauche. C'est ça. Bon, là, c'est un deuxième moment de bascule parce que tu te dis peut-être que c'est ma carrière qui se lance. Oui, et puis surtout, Surtout, là, je suis rentré dans un couloir de. J'en ai plus rien à foutre. Quoi qu'il arrive, je travaille. Ouais, Et les candidatons, les ceci, j'en ai plus rien à secouer. C'est pour ma gueule. d'accord. Voilà. Et mon rêve, c'est ça. Voilà, mon rêve de gosse, c'est ça. Et quoi qu'il arrive, je ferai tout Tu vas pour y accéder. Ouais, d'accord. Et donc là, cette saison, elle se passe comment? Et eh ben, elle se passe super bien. Alors, si tu veux, Pierre-Henri, du coup, il me prend sous ses ordres. Reste que moi, je suis quelqu'un. Dans la provocation, je teste en fait l'attachement, la valeur de la relation, le lien. Et alors ça, je te le dis a posteriori, hein, maintenant que je l'ai compris, parce que quand tu le fais, en fait, tu te rends pas compte pourquoi tu fais les choses. Et, et en fait, le premier entraînement, j'oublie mes crampons au vestiaire, donc au stadeau. Bon, je fais pas grand-chose, je vais chercher... ça, j'en ai fait un paquet de conneries comme ça, en plus. Je l'ai fait une fois en match. Mais bon. D'oublier tes crampons? Non, le maillot, j'ai oublié. Mais ça, c'était à Narbonne. Mais c'était rigolo, ça. Ah, ça, franchement, c'était très gênant.
Mais bon, si tu veux, vu que j'étais tout le temps en 24e, je jouais jamais, ou remplaçant, et il me faisait pas rentrer à Narbonne, au bout d'un moment, il faisait chaud à Narbonne. Moi, je prenais que le chasuble. Puis je faisais mes petits tours d'échauffement, puis je rentrais à la fin du match, et puis bravo les gars. Voilà. Et en fait, un jour, il y a eu un carton, il me faut rentrer, puis moi, j'étais content. Donc du coup, je vais sur le terrain. Voilà. Avec la chasuble. Donc, et tout le public se met à rire. À rire et tout. Je dis, putain, c'est marrant quand même comme réaction. Puis moi, je suis dans mon truc, tu vois. Et puis, il y a Ben Ali, il me regarde, il dit, Lucas. Et l'adversaire me regarde, il dit, t'as pas de maillot et tout. Je dis, ah, putain, merde. Donc, du coup, tu me vois traverser le stade, aller chercher mon maillot au vestiaire, revenir, et tout le monde qui rigole. Je trouvais ça génial. donc c'est aussi parce que tu as joué 4 matchs. Ouais, mais il a pas fallu beaucoup. Hein. Et sur les 4 matchs, tu oublies ton maillot. Ouais. Bien, bravo. Mais non, mais j'ai dû faire 10 feuilles, et j'ai joué 4 matchs. Oui, d'accord. C'est important que je le dise parce que ça équilibre mon ratio. Oui, tu vois, c'est vrai. Les stats, ça parle. Et donc là, on revient sur Tarbes. La saison se passe bien. Tarbes, j'oublie mes crampons au vestiaire. Donc là, mine de rien, Pierre-Henri, c'est le premier entraîneur qui me prend et qui me dit, je vais t'emmener là. Tu vois, et qui dit, j'en ai rien à foutre de la vie des autres, moi je vais faire. Tu sais pas pourquoi, mais ça crée une relation de confiance. Et tu as envie de donner. Ouais, voilà, c'est ça. Et moi, si tu as ce lien, je peux crever pour ce lien. Donc je vais chercher mes crampons, si tu veux, et puis, pas à l'aise, mais je vais les chercher au vestiaire. Je me lève, et là, tête à tête avec Pierre-Henri. Franchement, il a eu courir vite, parce que moi, j'avais déjà pas traîné. Et là, il me regarde, et il me dit, maintenant, tu vas faire ce que je te dis, tu vas fermer ta gueule. Hein, et dans 2 ans, tu es en équipe de France, et je veux plus jamais te revoir à ce niveau-là. Je dis, pas de problème. Je dis, ok. Et donc, du coup, on fait la saison. Et en fait, il avait moi, c'est ma perception, mais il a une gestion, les gens vont dire qu'il peut être dur, il peut être froid, mais en fait, il a une gestion très pragmatique de l'homme. Voilà. Et en fait, c'est un mec qui est tellement passionné. Franchement, toi, tu fais rugby amateur, c'est bien. Voilà. Je suis sûr qu'il est plus fin que toi sur les stats de tous les mecs de toutes les divisions. C'est ouf. Moi, je trouve ça flippant. Parce que moi, je connais déjà pas les mecs avec qui je joue. Voilà. Mais moi, il me parlait des fois de mecs de Régional 3, de machin. Je dis, mais Pierre, je dis, plus rien, moi. Fais ton truc, vas-y. Écoute, on le fera venir, on lui fera passer des Et tests. c'est impressionnant. Franchement, c'est impressionnant. Mais parce que c'est comme ça qu'il a toujours repéré les joueurs de potentiel, il allait les chercher et il crée une valeur ajoutée de dingue. Ouais. Tu vois. Mais dans sa gestion humaine, moi, je le trouvais hallucinant parce que il savait s'imprégner de l'état d'esprit de chacun des mecs et mettre en œuvre la trame sur la saison pour que le mec soit performant. Et faire ça avec 40 types, réussir à faire tout son planning sur toute la saison, entre les blessures, la gestion, le caractère, l'ego de chacun, et je trouvais ça hyper intelligent. C'est du management, quoi. Ouais, du vrai. Voilà. Mais on n'était pas dans l'émotion. Ouais. Et moi, ça m'allait très bien. Et en même temps, t'étais pas dans l'émotion, mais il donnait de la valeur au mec, parce que tu vois, moi, c'est ce qu'il m'avait fait. Voilà. En disant, tu vas y arriver, tu vas faire ça, et tu la fermes maintenant. T'as un couloir, il n'y a pas de porte. Ouais. Hein, tu vas tout droit, tu fais ce que je te dis, fais-moi confiance. Et donc, du coup, la saison se passe super bien. Voilà. Pierre, du coup, lui, au cours de cette saison, il est racheté à Bordeaux. Et je t'avoue, pour moi, tu vois, je le vis comme un peu comme un crève-cœur. Parce que, finalement, c'est un peu l'image du père pour moi dans le rugby. Et j'en ai eu plusieurs, tu vois, que j'ai suivis, que ce soit Franck Maréchal à Bourg-en-Bresse, Renaud à Grenoble. En plus jeune, j'ai toujours eu une personne ou une entité une figure qui te guide, ouais. Tu vois, qui te guide et qui t'accompagne et qui veut ton bien plus que tout. Voilà. Et à cette époque-là, moi, je me suis du coup pris les services d'un préparateur physique individuel parce que pour moi, je voyais bien que changer de club chaque année, c'était avoir un nouveau process d'entraînement, mais pas de suivi. Et sur une carrière, c'est là où tu es en contradiction avec les clubs. C'est que le club, lui, il a une progression qui est sur 10, 20, 30, 50 ans des fois, voilà, sur leur prévisionnel. Mais le joueur, lui, il gère sa carrière. Tu vois. Et toi, tu arrives, les coachs, ils te prennent à l'instant T, le préparateur physique, il te prépare à l'instant T. Et je comprends la difficulté pour les mecs que de réorganiser en fonction du profil de chacun, de l'âge, des origines, tu vois, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et moi, j'avais pris le parti de je veux être le meilleur ou atteindre mon meilleur niveau. Donc, du coup, en fait, je vais m'attacher les services de quelqu'un
qui va me gérer comme un fil rouge, quel que soit le club que je fais. Ouais. Voilà. Alors, c'est des frais, c'est un investissement qui est autre, mais pour moi, c'était la garantie d'accéder à mon rêve. Et ça se fait dans la foulée de Pierre-Henri. Et si tu veux, à l'époque, Pierre-Henri me dit, écoute, moi, tu as raison. Tu as raison de faire ça. Les clubs ne seront pas toujours d'accord. Ils vont te bloquer ou t'embêcher parce que ça peut froisser l'ego d'un tel ou un tel. Mais à la fois, c'est ta vie, donc c'est ta réussite. Hein, et c'est ce que tu dirais à ton gamin. Donc du coup, pense à ta gueule. Et du coup, Pierre-Henri s'engage à Bordeaux. Moi, j'avais pas envie de me dissocier de lui, si tu veux. Et à ce moment-là, du coup, je suis contacté par Bayonne, qui m'appelle, pardon. Et je signe sous les ordres d'Elo et Lanta. D'accord. Voilà. Et la transition se fait assez rapidement. Le club, j'avais 2 ans de contrat à Tarbes, mais au final, quand même, l'opportunité coïncidait avec mon rêve. Tu te dis, l'ascension, elle est rapide, mais tu sais pas si la porte se proposera plus tard. Pierre-Henri me dit, fonce, vas-y. Donc, tu vois, je me pose pas de questions, on met du temps un peu à négocier le départ. Et puis aussi, à cette époque-là, j'allais devenir papa. Du coup, moi, c'est un sentiment qui a été fort, tu vois. Et ça a aussi complètement changé ma vie. Voilà, le fait de devenir père, ça a été au-delà du fil rouge sur tout le reste de ma carrière, mais c'est le truc où tu passes ta vie à découvert, à faire le con, à faire la bringue, où là tu switches complètement, c'est plus jamais de ta vie à découvert. Le but, c'est d'avoir... Ça sécurise. Voilà, parce que t'as pas envie que ton enfant il manque de ce dont toi tu as manqué. Voilà, donc assez logiquement, et c'est inconscient, hein, je me suis mis encore plus au travail. Voilà, mon couloir de vision il s'est rétréci, et j'avais une pensée unique. Voilà. Et donc j'arrive à Bayonne, ma compagne de l'époque enceinte, voilà. Moi je venais de faire en plus la grossesse nerveuse, j'avais pris 25 plaques en 5 mois, hein, tous les critères, c'était nickel. On arrive à Bayonne et Delo et Lanta virés, nickel. Et là arrive Pato Noriega. Ouais. Donc, du coup, là, on se regarde comme ça, et je joue pas au début, si tu veux. Et en fait, là, on a notre enfant qui est en fait né grand prématuré, voilà, à 6 mois et 1 jour. Donc forcément, naissance très complexe, grosse complication médicale. Forcément, moi je le vis très mal, on le vit mal. Et en fait, il y a eu tout un lot de naissances à ce moment-là. Il y avait Joe, sa femme avait accouché aussi, Santi. Enfin, je crois qu'on était 3 ou 4 en 4 ou 5 jours à avoir eu des enfants. Et heureusement, à Bayonne, l'hôpital il était à côté du stade d'entraînement. Donc du coup, ça me permettait d'être très présent. Et si tu veux, en fait, heureusement, Pato, c'est quand même un mec qui a le sens de la famille. Plus que tout. Tu vois, c'est un Argentin, pure souche. Et il me dit, écoute Lucas, je ne veux plus te revoir au club tant que ton fils il n'est pas sorti de l'hôpital. Ah. Il me dit, parce que dans tous les cas, oui, on va avoir un mec de plus, mais par contre, on va avoir un blessé de plus. Il me dit, ça sert à rien. Donc, occupe-toi de ton fils, sortez-vous de tout ça, et après tu reviendras. Voilà. Et donc, du coup, on coupe tout. Voilà. Ça a duré combien de temps ? Ça a duré 2 mois et demi. Alors, le temps que notre enfant y ressorte en bonne santé, malgré les complications. Et puis après, on a repris un peu le rythme de vie, mais c'est quand même traumatisant, ce genre de moment. Et puis, c'est compliqué parce que tu es dans une vie professionnelle où tu es hyper impliqué, où tu as un seul couloir de pensée, tu as une vie de famille, faut pas se cacher aussi. Les gens pensent souvent que la vie de professionnel, c'est le rêve. Hein. Moi, je leur explique souvent aussi qu'en une année, tu vis l'équivalent d'une vie en émotion. Chaque année, ça peut être fini. Il y a une pression. Et puis les problèmes, c'est pas parce que tu es professionnel que tu n'as pas les problématiques de la vie de tout le monde. Tu vois. Bien sûr. Mais en apparence, les gens ils pensent que. Et puis aussi, il y a autre chose d'important, c'est que tu vis en quinconce du monde. Voilà. Les gens ils travaillent la semaine, ils viennent kiffer le week-end, ils viennent au stade, mais toi tu travailles la semaine, ok, peut-être un peu moins en quantité, voilà, mais pas moins physiquement, parce que je t'assure que nous on s'entraînait dur, mais le week-end tu bosses. Et vos moments de plaisir, c'est nos moments de travail. Au final, tu te retrouves peu dans ta relation de famille, dans ta relation de couple, c'est compliqué.
tu vois. Et Il y a un décalage en fait que il tu y a un perçois. décalage donc, qui est évident, et Mm. puis ta nana qui t'accompagne là-dedans, euh, elle prend un rythme qui est conséquent au final, parce que il faut toujours pondérer en fonction des elle s'adapte. problématiques. Voilà. Et passer une vie à s'adapter pour les autres, c'est pas forcément toujours simple, voilà, parce que tu peux aussi troubler tes propres aspirations, et c'est pas forcément juste. Donc voilà. Et en plus, du coup, à Bayonne, je ne jouais pas, du coup, parce que j'étais aspirant au truc. Euh, plus les complications, tu commences vraiment la saison un peu en décalé des autres. Euh, le Pays Basque, ça reste le Pays Basque. Hein, tu t'intègres pas comme ça. Oula, Voilà, c'est attention. compliqué. Mais je travaillais. Tu vois, Ouais. je travaillais dur. J'avais pris beaucoup de masse sur ces 2 saisons-là. J'avais pris presque 25 kilos à travailler du coup avec ce préparateur physique. Et au final, petit à petit, je rentre dans le truc et là, je me mets à jouer beaucoup. Voilà. Donc là, ma carrière se lance vraiment. Et tu vois, les petits fils invisibles du passé commencent à se relier au même point. Donc tout ça, c'est chouette. Et là, malgré tout, à la fin de la saison à Bayonne, Mm. le club descend. Le club descend la dernière journée. Ouais. Hein, Pour donc des deux, donc. c'est encore une gifle. Ouais. Et franchement, c'était quand même difficile parce que tu avais un effectif de qualité. Et je crois qu'on descend avec 52 points. On est 3 ex-aequo, le Stade français, Brive et nous. Et on tombe après la fin du dernier match. Ouais. Parce que nous, on a gagné avec le bonus contre La Rochelle. Brive, je sais plus contre qui il joue. Et en fait, c'est au goal average particulier qu'on tombe. Et Brive se maintient. Donc c'est ultra violent. Ouais. Et alors, du coup, Brive se maintient. Et je dis pas ça par hasard, parce que, donc, Alors, au début, j'atterris à Brive, mais au départ, en fait, j'étais en partance pour Oyonnax. Voilà. Mais il y avait des soucis de santé du côté de mon ex-compagne, du côté de sa famille. Donc, du coup, en fait, je me voyais pas nous filer à Oyonnax. Bon, j'étais pas non plus un grand fan de la région d'où je venais, pour plein de raisons personnelles. Puis en plus, il fait froid. Alors oui, j'ai été, il fait chaud. J'ai une amie qui vient de là-bas, elle te dit toujours, ah non mais c'est super beau, les lacs et tout. Ouais, mais après, il faut se taper les 8 mois d'hiver. Franchement, c'est tout le temps. C'est affreux. on dit Donc, Oyonnax ou Oyonnax? ah, ça dépend. Parce que toi, t'es de Chambéry, donc quand on est de Savoie ou l'Isère. tout Là-bas, ça, ils disent Oyonnax. Ah ouais, d'accord, ok, non, c'est bien, Ouais. comme ça on apprend des trucs, hein. Ah, il y a des dialectes selon les bleds. Mais c'est la vérité. Moi, je trouve ça. Moi, les garçons avec qui j'ai gardé du lien, tu vois, à Bourg-en-Bresse. Tu les comprends, ils arrivent à parler Ils un ont, français. ils ont des façons de te parler, des fois, c'est. Tu vois, Bourg-en-Bresse, ils disent un truc, moi, ça a toujours marqué. Au lieu de te dire, tiens, ton plat, il est vraiment bon, on va dire, ah, ça, c'est vrai bon. Et tu fais, ouais, mais ça, c'est pas français, par contre. Ah, mais c'est Bourg-en-Bresse. Ouais, d'accord, ok, bon. Passons. On va se comprendre. Oui. Et au Mais final, tu parles mieux anglais que français maintenant. Ah, tu parles tout, hein. Non, mais ça crée des trucs particuliers, tu vois, mais. Donc là, tu hésites entre Oyonnax et. Non, j'essaie de le dire le moins possible. Ouais. Voilà, parce que c'est pas une région qui m'attire. Voilà. Et donc, du coup, et il y avait Grenoble aussi. Voilà, avec. Ah, j'ai mangé son nom, sorry. Je l'avais eu en manager avec les Barbarians. Landreau. Ah, ouais, Fabrice Landreau, ouais, d'accord. Et oui. Du coup, tu avais 3 offres financières très différentes, mais au final, j'ai quand même opté parce que je voulais pas. Il y avait déjà des sacrifices faits d'une part. La situation médicale faisait que c'était complexe, donc je ne me voyais pas créer davantage de problèmes ou de mal-être voilà, en étant super loin de la région toulousaine. Donc j'ai fait ce choix-là, et au final, qui a été le bon, hein, parce que, bref, je me suis régalé, humainement, sportivement, ça a été juste génial. Ouais, là, a priori, ça, tu t'engages pour 2 saisons, Ouais, 2 Bon. saisons, ouais. qui se passent plutôt bien, même très bien. Tu intègres les Babas. Alors français. je les intègre à sortie de Bayonne, Ouais, hein, d'accord. et je pars en tournée En Argentine. avec des brivistes et des Bayonnais, mais j'intègre Brive. D'accord, donc là tu vas en Argentine, on est en juin 2015. C'est ça. Tu remplaces Jefferson Poirot. Je sais pas. Ouais, moi je t'apprends des trucs sur toi, hein, je suis là pour ça aussi. Bah, parce que Jeff il va avec le 15 alors à ce moment-là. Ouais, a priori t'es quand même avec les Babas en juin 2015, et puis l'année d'après, tu pars avec. Là tu connais ta première sélection en équipe de France. C'est ça, je repars l'été d'après. Ouais. Donc là tu te dis quoi là? C'est un aboutissement?
par rapport à ce que t'avais dit Pierre-Henri Broncan, tu fermes ta gueule et tu seras en équipe de France, 2 ans plus tard, c'est la réalité. Oui, effectivement, et puis à quelques jours près, ça se passe. Donc visionnaire, Ouais, voilà. tu t'es donné les moyens qu'il soit visionnaire. Ouais, en fait, si tu veux, ça c'est un truc que j'avais gardé dans un coin de ma tête, et quand je suis redescendu de l'avion, je lui ai offert mon premier maillot. Je suis parti direct lui offrir mon maillot. D'accord. Ouais. Il te dit quoi? Merci. Je redoutais la réponse. Je savais que tu allais dire ça. Mais bon, pour toi, intérieurement, là, Si tu veux, tu repenses à tout ce il te dit merci, mais c'est. Il n'y a pas besoin de mots en fait. Ouais, il n'y a pas besoin de plus, quoi. Voilà. Il sait. Il sait, ouais. Il sait, moi aussi je sais. Donc on n'a pas besoin de s'en monter des grandes. La valeur, c'est pas forcément quelque chose qu'on prononce. Mais tout ce parcours que tu viens de nous raconter t'amène quand même à porter le maillot bleu. Là, Alors, intérieurement, tu... À la fin de la première saison avec Brive. Ouais. Pas immédiatement. Mais malgré tout, bon, tu deviens international pour un gars qui a vécu ce que tu as vécu. Ah, mais je croyais même pas, moi. Pas du tout. Et c'est génial, mais il n'y avait pas de prévisionnel. Si tu veux, moi j'avais mon rêve de gosse et je l'ai atteint. Et ça a été à la fois une grande fierté, c'est plus tard, c'est que à Toulouse que c'est arrivé, et à la fois une immense déception. Pourquoi? Ben, je t'expliquerai au fur et à mesure. On suit la chronologie. Ouais, parce qu'on va te perdre. Ouais, non, mais on est pas mal. Donc là, on est en juin 2016 avec l'équipe de France. C'est là où tu remplaces Jefferson Poirot. Et de la même année, mais en novembre, tu es sélectionné avec les Babas encore. Tu joues contre les Wallabies à Bordeaux. Ah oui, c'est vrai, oui. Oui, donc je te dis, si je peux t'aider à retrouver la mémoire, je suis là pour ça. Hein. Oh, c'est sympa. Ça me fait plaisir. Participe sur mon Alzheimer, c'est vraiment cool. Et là, quelques semaines plus tard, tu te blesses à l'épaule contre le Stade Toulousain. Ah oui, c'est contre Toulouse? Ouais. Putain, c'est marrant, je me blesse toujours contre le club où je vais. Et c'est ce que j'allais dire, tu vois, tu me devances, qui te recrute quelques semaines plus tard, en janvier 2017. Alors, si tu veux, au début de la saison à Brive, où ça se passe super bien, le problème arrive que je me sépare de ma compagne de l'époque, qui elle est toulousaine, donc du coup, elle vient vivre là. À partir de là, moi, j'ai qu'une seule chose en tête, c'est rester proche de mon fils. Ouais. Voilà. Je joue parce que je suis heureux à Brive, voilà, mais se dessine dans ma trame un seul objectif, c'est rejoindre mon fils, voilà, ou être à proximité. Donc dans la région toulousaine, Voilà. c'est possible. Mais entre une carrière pro et les agents et les clubs, l'offre, la demande, tout ça, t'as pas de certitude. Donc en fait, à ce moment-là, j'investis sur un appartement à Toulouse, à côté de l'aéroport, pour avoir un pied à terre. Si je suis muté ailleurs à la fin de Brive, je suis pas fermé à rester, si tu veux. Mais quand tu sais pas, tu essayes de voir large. Donc il y a cette séparation. À la fin, à la fin de la première saison, il y a la sélection. Toulouse, rapidement derrière, prend contact. Pierre-Henri arrive à Toulouse. Voilà. Forcément, ça, c'est quand même pour moi pas anodin. C'est lui qui fait le lien. Ah oui, complètement. Voilà. Y a d'autres personnes en fait qui m'avaient vu de l'époque de Cassanet. Il y a beaucoup de choses qui se sont rassemblées à ce moment-là. Voilà. Et du coup arrive la signature très en avance au Stade Toulousain. Voilà, donc du coup ça me permet de me projeter. Moi, de savoir que je vais retrouver mon garçon, hein, et que ce sera moins complexe. Parce que moi ça faisait partie intégralement de mon bien-être. Voilà, c'est une part de toi, donc moi j'avais besoin d'être proche. Et puis on arrive à Toulouse. Voilà. Donc là, tu es recruté en janvier, donc ça te laisse le temps de te préparer, donc pour t'installer, tu le disais. C'est ça. Le Stade, à ce moment-là, est dans une période plutôt creuse, puisqu'entre 2012 et 2019, il n'y a pas de titre, c'est un peu compliqué. L'année 2018, c'est l'année où je crois où il y a Guy Novès arrête, et Hugo Moi je Mola. fais 2017-2019 et Guy est déjà plus là. D'accord, donc c'est Hugo Mola qui est. Moi c'est qui que prend Hugo et l'équipe. Pierre-Henri, Voilà. avec William, Jean, Bouillou. le staff. Et la première année, elle est pas terrible. Je crois que c'est la première année. La première année, on se qualifie et on perd en quart de finale contre Castres à la maison. Ah oui, voilà. Autant te dire que c'est mieux, mais franchement, c'est pas ouf. Ouais. C'est pas ouf parce que ça se passe comme ça, quoi. Ouais. Bon, après, Mais après, la saison 2018-2019, ça va être un peu le renouveau du Stade, si je me permets.
Et puis surtout, l'année un peu fantastique, il y a Colby qui arrive au club, tu as des nouveaux joueurs. Et T'as la saison Antoine qui est naissant, t'as Romain qui fait ses débuts. Lucas Tozin, enfin, il y en a plein. Franchement, la quantité de mecs, de toute façon. Mais il y a peu de gens qui misent sur le stade en début de saison, et puis en fait, surtout après avoir été éliminé comme ça en barrage. Et puis 2019, c'est l'année de tous les records. Oui, hein, mais par parce que contre. les gens, ils s'intéressent pas aux coulisses, si tu veux. Moi, je trouve que c'est dommage. Alors, c'est facile avec du recul, mais Hugo, il a un fonctionnement qui est propre, tu vois. Et il faut aussi du temps pour changer un club comme Toulouse, l'imprégner de la personnalité. T'as bouffé 20 ans de Guy, t'es lancé pour en bouffer peut-être 20 de Hugo. Mais ce qu'on peut dire, c'est que ça marche. C'est tout. Mais il n'y a pas un système qui se met en place du tac au tac, ça marche pas ça. C'est Et c'était quoi le système, justement? Hugo. Oui. Hugo, c'est un gars qui a de la sensibilité, qui comprend le rugby, qui aime le jeu, hein, qui a quand même. Moi, j'ai une histoire encore plus particulière avec lui parce que à Toulouse, j'ai eu des problématiques personnelles très importantes et qui ont fait que moi j'ai sombré. Si tu veux, que ça a été très difficile et que le rugby était à la fois le moyen de subsistance, l'indispensable pour sortir la tête, mais Tu veux en parler ou... ouais, je suis pas fermé. On a eu des gros problèmes de santé avec notre enfant. Et en fait, si tu veux, moi j'ai complètement. Ça m'a brisé le cœur. Et, euh, et en fait, je ne jouais plus que dans l'idée de ne pas perdre financièrement les moyens de pour l'accompagner. subvenir en fait Voilà. à ta famille. C'était juste ça. Donc moi, je quittais Brive. J'ai investi dans le domaine que j'ai aujourd'hui. L'idée, c'était, ok, tu as un rêve, par exemple, c'est acheter une ferme. Très bien, par contre, c'est à moins de 30 minutes de bagnole de ton fils, quoi qu'il arrive. Voilà. Puis tu arrives à Toulouse, tu commences, tu joues contre Zidane, tu fais des trucs super, et d'un coup, tout bascule. Voilà. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais émotionnellement, ça a été l'enfer. Et heureusement, tu vois, Hugo, mais pas que Hugo, hein, Hugo, William, Jean, tu vois, quelques jours après l'annonce, Didier s'est pointé chez moi à minuit pour venir me soutenir, tu vois. Mais à partir de là, moi, je suis pas rentré dans un mode survie. J'étais plus dans le jouer pour jouer, c'était devenu une mission. Alors déjà que j'étais pas le mec qui parle le plus, Hum. moi j'étais rentré uniquement là, mon couloir se rétrécissait encore, voilà, et il n'y avait plus d'options. Donc c'était devenir une machine à gagner, quoi qu'il arrive. Et après, heureusement, tu vois, Didier, Hugo, William, ils m'ont beaucoup accompagné, parce qu'en plus à cette période-là, je jouais tous les matchs en entier, parce que Sissou était blessé. Donc il fallait jouer tous les matchs. J'étais épuisé moralement, psychologiquement et physiquement. Voilà. Donc il disait, je venais faire la récup le lundi matin. Je m'entraînais pas mardi, mercredi, je reprenais le jeudi. Voilà. Le reste du temps, je m'occupais avec mon garçon. Et puis on enchaîne comme ça. Voilà. Et puis, comme tout le monde, de toute façon. Tu vois, il y a un truc intéressant. Je suis pas forcément trop les médias, mais j'ai vu Alban en parler un peu. J'ai vu François en parler aussi. Placine, François Cross. Alban Placine, Ouais. François Cross, Louis Benoît, je crois qu'il en avait parlé aussi. Et c'est récurrent. Moi, ça m'est arrivé aussi. On passe souvent pour des mecs médiatiques, que tu le sois ou pas. Hein, tu as un dû vis-à-vis de la société parce que tu es médiatisé, parce que tu joues pour un système. Mais on oublie qu'on est humain avant tout, tu vois. Et on s'est tous blessés quand on est devenu parent, tu vois. Et il n'y a pas de hasard. On tombe malade, on se blesse, notre enfant a une merde, on a une merde. On est tous reliés, que ce soit des fils invisibles ou pas. Et si tu veux, moi, j'ai commencé à comprendre à cette époque-là que c'était beaucoup plus que ça. Et donc, du coup, heureusement, Hugo a eu cette gestion-là, tu vois, qui m'a aidé à respirer. Les joueurs ont été hyper compréhensifs, tu vois. Moi, je me rappelle de Mama qui a parlé aux joueurs pour moi parce que j'étais incapable de m'exprimer auprès des mecs. Et puis moi, c'est pas compliqué, je venais au vestiaire 5 minutes avant, 3 minutes après l'entraînement, j'étais parti. Voilà. Mais Oui, il fallait comprendre ça. ouais, mais à la fois, tu peux pas demander aux gens de comprendre sans leur expliquer. C'est ça. Et C'est ça. moi, j'étais pas forcément dans la capacité de parler. Donc du coup, heureusement, il y a des garçons qui ont fait la transition.
Voilà. Mais après, il y a eu l'arrivée de Régis. Mon système, déjà j'avais un système de préparation physique qui était différent. Voilà, parce que j'étais sur ma trame à moi. Je prétendais servir le meilleur de moi-même au club, mais c'était au prix d'un système qui était indépendant. Ce qui n'est pas facile dans un esprit de groupe. Tu vois, mais pour moi, tu n'entraînes pas un Joe Tekori comme tu entraînes un Colby. Tu vois, tout compte dans la préparation physique, et du coup, je voulais apporter le meilleur, mais moi, c'était vraiment l'idée de réussite. Tu vois, et c'était très égoïste, hein, mais à la fois, je crois que pour être heureux, il faut être égoïste. Hein, donc, et puis après, tu partages. Moi, j'avais un mal de partage avec les autres, parce que j'étais centré sur autre chose. Voilà. Oui, tu avais déjà des obligations et puis surtout des soucis, donc. Comme tout le monde dans la vie, en fait, si tu veux, et c'est ok, on les a gérés. Et puis après, avec l'arrivée de Régis, ça c'est un peu plus compliqué, parce que tu as un nouveau coach qui arrive et qui n'a pas forcément envie de comprendre le système en place. Et en fait, on s'est pas mal croisés en opposition. Il a mis de l'eau dans son vin, mais après c'était compliqué. Moi j'avais mon putain de tempérament, tu vois. C'est je parle pas et j'avance. Et ensuite, il y a eu la blessure. Donc en fait, après j'ai pris du recul. Là, t'as sauté une petite étape, parce qu'il y a quand même le Brennus, hein, entre... Ah non, c'est l'année où je pars. 2019. C'est en 2019, donc moi j'ai 3 ans de contrat, mais on clôt le contrat un an avant. D'accord. Je devais finir en 2020 et je pars à la section. D'accord. Voilà, parce qu'on n'est plus d'accord en fait sur le modèle de fonctionnement. D'accord. Et que Godignon, que j'avais à Brive, se retrouve à la section. Voilà, et te fait arriver donc en 2019 à la section. Ouais, c'est ça. D'accord, là t'as 31 ans. Oui. Ouais, c'est ça. Mais je fais alors j'ai un contrat de 2 ans, mais je fais même pas une saison. Parce que si tu veux, là aussi mon fils, ça va pas mieux. Hein. Et je me retrouve à Pau. En vérité, c'est à contre-cœur. Puis il y a eu un truc important, en fait, si tu veux, moi, gamin, j'avais toujours dit, mon rêve, c'est de jouer devant 60 000 personnes. Hein. Et après le rêve, qu'est-ce qu'il y a ? Et en fait, là où j'ai eu un gros problème, c'est que au stade, je suis sélectionné pour jouer contre la Nouvelle-Zélande, à Lyon, et il y a 61 000 ou 62 000 personnes. Et en fait, ouais, super, tu vis ton rêve, mais en fait, le lendemain, je me réveille et j'ai plus de motivation. J'ai plus envie de jouer. Le lendemain de ce match-là ? Ouais. Ça, tu le ressens ? Ah oui, pour moi, c'est... Tu aurais pu au contraire te dire, je viens de jouer un match international contre les Blacks. Le problème, c'est que tes rêves, tu les connais parce qu'ils te sont propres, mais tu sais pas ce qu'il y a derrière. Et quand tu le réalises, en fait, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il y a ensuite, tu vois ? Est-ce que je vais avoir la fin de plus ? Sauf que moi, il y avait la santé de mon enfant, et en fait, il n'y avait plus l'espace pour autre chose. Et donc, du coup... j'étais vraiment centré que là-dessus, mais situation un peu difficile avec le stade, avec qui j'ai gardé des bons rapports, et puis je suis reconnaissant de leur façon qu'ils ont eu de gérer et de m'accompagner, parce que je pense que j'aurais pu mal finir. À ce moment-là, c'était trop dur émotionnellement. Mal finir dans le sens où j'aurais pu sombrer rugbystiquement bien avant, tu vois. Et que leur gestion a fait que j'ai pu continuer à haut niveau. Sinon, j'aurais arrêté, tu vois. Je me serais concentré que sur ça. Et puis, j'avais plus envie de jouer. Parce que quand ton enfant va pas bien, tu ne penses qu'à ça. Et ils ont eu le talent de me faire rester au contact. Après, je comprends que ça devenait une charge pour le club. Tu vois. Donc, je suis parti sur le titre, mais j'ai pas été au titre. Parce que j'avais pas l'esprit à ça. Et en fait, si tu veux, je me retrouve à Pau, à contre-cœur, malgré tout, parce que finalement, je m'éloigne de mon fils et du coup, je suis à l'opposé de mon ambition de base. Et au final... je me retrouve avec Gaudi, j'avais des accords parce que j'étais séparé de garde pour mon enfant. Et au final, les accords qu'on avait avec le club, le premier jour, ils les changent. Du coup, je leur dis, ça colle pas du tout avec mes temps de garde, et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais démissionner. Je dis, parce que moi, il n'est pas question que je ne vois pas mon garçon. Et donc, du coup, en fait, je démissionne le premier jour. Ils refusent ma démission, je reste 4-5 mois. Mais au final, en fait, c'est l'enfer parce que je fais les allers-retours tous les jours. Ça m'est arrivé de les faire même 2 à 3 fois par jour. Et en fait, Pau, en plus, c'est un très beau club, mais je pense que je vis quand même là-bas une situation de transition, un peu comme Toulouse a pu le vivre avant que j'arrive, sauf que à ce moment-là, ça ne matche pas. Tu as des groupes, humainement, moi, je ne me suis pas plu du tout.
Voilà. Donc, je fais 4-5 mois et puis arrive le Covid. Euh, Franchement, c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver, moi, émotionnellement. Ça me permettait de me reposer, de plus faire la route, de profiter de mon garçon. Tu vois, Ouais. donc j'étais loin en fait de. Et puis l'époque du Covid se fait. Et un soir en fait Pierre-Henri m'appelle. Euh, mais je crois que ça. Alors, il y a avant, il y a quand même la tournée avec les Bleus. Dans laquelle au final, moi ça fait presque 1 an, je crois que je suis confiné. Je joue plus. Je m'entraîne, mais alors je m'entraîne quoi. Bon, pour moi le rugby c'est loin. Et en fait William m'appelle un jour, voilà, et il me dit on a besoin d'un partenaire d'entraînement, voilà, qui est en capacité peut-être de jouer. Voilà, s'il y a un accident, voilà, est-ce que t'es chaud? Je dis vas-y. Du coup je me retrouve 2 jours après à Paris. Euh, voilà. Mais là ça fait scandale. Parce que forcément tu joues pas à Pau, mais t'es en équipe de France. Ouais, ouais, ouais. Mais le club de Pau, ils ont joué le jeu, tu vois, parce qu'ils voyaient que j'étais pas bien là-bas. Au final, ça crée le lien. À ce moment-là, Castres embauche Pierre-Henri, qui est à BAF. Pierre-Henri me rappelle en me disant qu'il a besoin de moi. Voilà, parce que le but, c'était d'avoir un joueur de caractère qui vient bouger les lignes et bouger les concurrences. Voilà. Et donc là, t'es prêté au CO. Ah non, je suis racheté. T'es racheté. Oui, je sais D'accord. plus. Ouais. Je sais Ah, plus t'arrives au exactement. CO. T'arrives au CO en 2021. Ouais, j'arrive, je crois, en février. C'est ça. Je crois, j'arrive en février. C'est ça. Sauf que du coup, je signe mon contrat avec Mathias qui a chopé le Covid. Donc je suis reconfiné 15 jours. Au top. Bon, 15, un peu plus, un peu moins, tu me diras, c'est pas grave. Mais après, par contre, à Castres, je revis. Vraiment, je revis parce que mon garçon allait mieux. Ça commençait à aller mieux. Et je suis près de la maison. Je suis avec Pierre-Henri. Et ça, c'est pour moi pas négligeable. Hein, je sais que je peux y aller les yeux fermés. C'est un mec qui connaît ma situation, qui la comprend, qui peut me demander ce qu'il veut. Il sait qu'il l'aura. Voilà. Je joue peu, ouais. Il me dit tu joueras pas forcément beaucoup, mais par contre, ouais, tu sais ce que j'attends. Bah oui, je sais. Donc il n'y a pas de problème. Et, euh, et puis voilà. Et derrière, on joue contre Pau. Et là, il y a l'accident. Tu te blesses, Voilà, hein. je me pète la jambe. Mars 2021. Ouais, c'est ça, 27 mars, je crois. Donc tu joues ton deuxième match avec le CO. Ouais, Et là, cheville, fracture. ouais. D'accord, Et puis comme un grand, tout seul. d'accord. En plein match? Ouais, ouais. Ouais, Moi, d'accord. je suis pas rentré longtemps. Hein. Ouais, ouais. Tu... On pourra pas dire que j'ai impacté le cours du match. Tu vois, Et donc là, ça sonne la fin de ta carrière. bah, tu le sais pas encore, mais. Parce que t'essayes. Ouais. Lutte, voilà, mais au final, je me fais opérer 5 à 6 fois de la jambe sur 2 ans. C'est compliqué. Et puis en plus, moi je suis abruti dans l'effort, donc je lâche pas. Je veux aller au bout. Donc j'essaie de revenir, et puis au final, il n'y a pas moyen. Hein, et puis, alors heureusement, moi j'avais pas pris de poids, parce que je faisais attention, tu vois. Mais t'avais plein de dégâts collatéraux finalement. Pour reprendre, puis moralement c'est dur, puis t'arrêtes à 32, après t'as 33, 34, tu dis est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup, et t'essayes, voilà, tu t'accroches aux branches, puis après tu dis à un moment donné en fait il y a autre chose, Ouais, et puis Ouais. c'est pas grave. d'accord. C'est- Tu acceptes. Ah oui, mais j'avais déjà accepté l'idée au moment où je me casse la jambe, c'était pas un problème en soi. Tu penses que ta Tu carrière sais, s'arrête au moment où tu te blesses? Quand tu te grattes l'oreille avec l'orteil, tu commences à te dire bon il y a quand même un problème, donc c'est pas la peine d'aller beaucoup plus loin. D'accord. Mais après, tu luttes, voilà. Et puis, mais j'étais heureux parce que je me dis que si c'est fini là, je finis avec Pierre. Voilà, le mec qui m'a lancé, qui m'a repéré, qui m'a donné de la valeur, de la confiance, qui m'a aidé à me bâtir, qui a été là tout au long de ma carrière. Voilà. Dès qu'il a pu m'embarquer dans un club, il m'a appelé en me disant j'ai besoin de toi. C'était pas de l'empathie ou un geste de bonté, c'est j'ai besoin de toi parce que t'es comme ça et je sais que t'es l'homme pour ça. Donc c'est ok. Tu vois, quand tu sais pourquoi t'es embauché, tu peux pas passer à côté. Bon, là, la boucle est bouclée, quoi. Ouais, et donc, ouais, et puis Castres, c'est un club qui me plaisait. Et en fait, même si j'ai pas fait longtemps, humainement, ça m'a reboosté. Tu vois, je me sentais bien avec les mecs. J'ai adoré ce club.
Bon, tu as une fibre tarnaise qui s'est confirmée, puisque tu y résides dans une grande ferme dont tu parlais tout à l'heure, Ouais, qui est à Coufouleux, c'est ça. qui s'appelle l'Atelier, hein, C'est ça. pour un pilier normal. Qu'est-ce Alors, que... c'est pas le concept, c'est pas le pourquoi du nom, c'est bien que tu te poses la question, mais d'ailleurs, j'avais jamais fait le lien avec ça, moi, c'était pas Ah, l'objectif. moi je croyais que l'atelier, Non, c'était... non, non. Mais en fait, si tu veux, moi, avec du recul et les années, j'ai compris que j'avais des problématiques de lien. Voilà, dues à mon histoire personnelle, familiale et tout ça. Et que du coup, j'avais plein de prismes de lecture qui étaient complexes avec les gens, que je parlais pas, que je communiquais pas forcément bien. Voilà, et en fait, tout au fil de ma carrière, je me suis posé plein de questions. Parce que j'ai fait, tu vois, Bayonne, on avait un effectif qui était quand même solide sur le papier. On finit relégable, on avait des bons résultats, mais pas suffisamment pour être. Je crois que vraiment cette année-là, entre la qualif et la relégation, il y avait peu de choses, tu vois. Et mine de rien, moi, qui étais quand même un garçon assez en retrait, je regardais toujours les autres dans leur mode de fonctionnement, tu vois. Et ça me questionnait beaucoup. Et je me dis, mais comment avec une valeur intrinsèque on fait aussi peu? Tu vois, comment après j'arrive à Brive avec des valeurs intrinsèques qui sont moindres, c'est la vérité, l'effectif de Brive il est moindre, on finit 2 fois 7e aux portes de la qualif, voilà, avec une aventure humaine de ouf, et tout le monde ne s'entendait pas. Tu vois. Et comment t'arrives au Stade Toulousain qui est un ogre, voilà, mais qui n'est pas juste un ogre, tu vois, c'est un ogre sur la place du rugby, mais c'est aussi une putain de formation. Tu vois, c'est les mecs, ils ont 10 ans d'avance, ils sont toujours allés en train de chercher. Tu vois, les gens ils vont dire, ouais, c'est facile. Non, c'est pas facile de faire le travail qu'ils font en amont, parce que prendre le temps, faire des paris, et ratisser au sens large, respecter des valeurs, induire un système de jeu du plus jeune âge au plus grand, bah, t'étonnes pas en fait que les mecs, ils tapent dans un cocotier, il y en a 10 qui tombent. C'est juste logique. Voilà. Ils ont juste pérennisé un truc que tous les clubs pourraient faire, qu'aujourd'hui Pau est en train de faire par exemple, tu vois. Et c'est pas anodin, tu vois. Sauf qu'il y a un délai entre les deux. Et donc du coup, le domaine, je l'ai appelé comme ça, parce que le but c'est recevoir les entreprises, tu vois, en séminaire, voilà. Amener ma touche de professionnalisme, de joueur de rugby, voilà. Mais aussi, je me suis beaucoup formé à côté. Voilà, en neurologie, parce qu'en fait, quand j'emmenais mon fils, ben, je voulais comprendre, tu vois, je voulais tout comprendre. Voilà, parce que pour moi, c'est bien d'aller faire un rendez-vous, de te faire aider par quelqu'un, mais si c'est pour rien y piper, attendre 3 mois le rendez-vous d'après, ça sert à rien. Non, moi, ce qui me passionnait, c'était comprendre. Donc, j'allais en psychomotricité, j'allais en plein de choses, et je voulais savoir, parce que je voulais pouvoir le refaire tous les jours. Voilà. Et en fait, ça m'a ouvert les yeux, d'une, sur mon garçon, mais surtout sur moi. Et donc, du coup, je me suis rendu compte aussi de mon investissement qui était extrême, mais de mon désinvestissement parfois humain qui était extrême aussi, et qui pouvait altérer les liens. Et donc, du coup, en fait, j'ai réussi à, moi, me guérir de ce mal de communication. Et donc, du coup, en fait, j'ai créé ce lieu en partie pour les professionnels pour ça. Donc, du coup, c'est pour les équipes qui ont du mal à fonctionner, qui ne savent pas se parler. Tu vois, parce que qui de mieux placé que quelqu'un qui ne savait pas parler et qui a appris à le faire. Voilà. Il vaut mieux donner l'exemple que la leçon, tu vois, et montrer. Parce qu'un enfant, tu peux lui raconter ce que tu veux. Tu vas lui dire, range ta chambre, et il va dire, mais toi, tu le fais pas. Voilà. Donc, du coup, ça n'a pas de valeur. C'est tais-toi et fais les choses. Tu vois, et ça marche pour mon garçon. On a commencé à faire des séminaires, tu vois, on lance la société, mais c'est génial parce qu'on a déjà changé des équipes juste avec. Et je me sers du rugby. En fait, parce que je les mets dans des ateliers, et en fait, ils se rendent pas compte, ils jouent le jeu, ils sont hyper investis, tu vois, mais ils se retrouvent face à leurs failles et leurs limitations. Et donc, du coup, ils sont obligés de les dépasser, et donc, du coup, de s'ouvrir l'un à l'autre, et d'avoir un autre dialogue. Et c'est pas parce que tu es dans le pro ou dans le perso que tu souffres plus ou moins, tu vois. Et comme je te disais, tu vois, le fait d'arriver à Toulouse aussi, là, tu vois un groupe qui marche bien, mais avec un fonctionnement humain qui est sain et qui marche. Donc en fait, je me suis posé des questions. Tu vois, comme à Castanet, tu vois, je suis allé chercher loin, mais on avait un. Alors moi, je suis arrivé à Castanet, je connaissais pas. Tu vois, j'arrive, tu vas jouer dans des bleds. Je sais plus où on avait joué. Je croyais que c'était à côté de La Rochelle, en fait, c'était à côté de Lourdes. Oloron et Oléron, j'avais confondu. Moi, je me suis endormi dans le bus, tu vois, on arrive. Je me dis, putain, mais les gars, il y a une brume terrible, on n'est pas au bord de la mer, là. Et en fait, non, on est à Oléron, les gars. On voit vachement bien les Pyrénées. Ah, c'est génial. Bah, là, on voyait rien.
pour le coup. Même la caméra, je crois qu'ils n'avaient pas le match. Donc, tu vois. Une pensée pour Laurent, donc le FCO. Hein. Et tu vois qu'à cette année, ça m'avait questionné parce que on avait un groupe intrinsèquement qui, pour le niveau, était intéressant et on se qualifie. Mais d'un coup, au moment des phases finales, on a vachement réduit le volume. Et je me suis dit, mais c'est bizarre. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on était dans l'entre-deux du professionnel. Alors, c'est un club qui ne pouvait pas prétendre au Oui, professionnel. il y avait un plafond de verre là quand même. Ah ouais, mais il y avait surtout un plafond de verre chez les hommes. Qui, voilà, ouais, mais si on monte, il y en a beaucoup qui vont perdre leur place. Si on descend, il y en a beaucoup qui vont perdre leur place. Et en fait, ce qui est bon, c'est le juste milieu. Voilà. Mais en fait, le juste milieu, il ne nourrit pas émotionnellement, il ne nourrit pas les aspirations. Moi, j'ai rien à faire dans ce genre de truc. Parce que le but, c'est pas d'être une machine à faire. Par contre, c'est faire pour avancer. Voilà. Et se nourrir, c'est au travers de la construction. Il te faut un objectif. Moi, je crois que oui. Voilà. Après, il y a des incidents. Hein. C'est ce que j'explique à nos clients quand on est en séminaire, parce que moi, je fais les conférences, j'accompagne les dirigeants. C'est OK, on est à Toulouse, tu veux partir à Toulon. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets ton GPS. Ouais, très bien. D'accord, il va te donner le trajet le plus cher, le trajet le plus court, le plus rapide. Ok, très bien. Et puis il y a un type qui a un accident, et en fait la vie c'est la même chose. C'est tiens, et là il faut sortir monsieur parce qu'il y a un accident de vie. Tu fais un détour, tu passes par Carcassonne, et finalement tu vas passer par Perpignan parce qu'il y a il y a un incendie là. Hein, finalement tu remontes à Avignon et tu as mis peut-être plus de temps, mais cet accident il t'a fait dévier pour t'apprendre quelque chose. Voilà. Qui finalement va peut-être te préserver sur la suite du parcours. Et c'est ça la vie. Voilà. Et dans l'entreprise, c'est pareil. Parce que les gens, ils arrivent avec des masques. Et en fait, nous, on essaie de leur faire tomber le masque. Tu vois, qu'ils soient eux-mêmes, qu'ils ne soient pas obligés d'enlever le masque en entrant à la maison et de le remettre en allant au boulot parce qu'en fait, tu es la même personne. Tu vois, moi, j'ai plein de gens qui m'expliquent, ouais, mais moi, je cloisonne. Ouais, mais tu es la même personne finalement, quand même. Donc, c'est quoi l'intérêt? C'est de juste pas ressentir, pas vivre. Et au finalement, tu n'es jamais entier et complet en toi. Tu vois, on les pousse à faire ça. Ce qui est quand même assez, on va dire, a priori contradictoire pour quelqu'un qui était comme toi taiseux, pas forcément à exprimer ses sentiments, pas forcément à être dans la communication, et aujourd'hui à transmettre. Parce que je me suis rendu compte à quel point ça me faisait souffrir. Oui, et à quel point je gardais tout. Oui. Et donc du coup, c'était ni bon pour moi, ni pour ceux qui m'aiment et qui m'entourent. Donc du coup, j'ai basé là-dessus. Voilà. Et puis, ça marche, c'est ça l'essentiel. Et puis, tu as des gens qui arrivent, tu vois, c'est un peu le slogan, c'est vous venez et vous repartez en groupe, en équipe, tu vois, c'est l'idée. Et puis après, il y a le côté particulier où les gens ils viennent faire leur fête parce que ça reste un grand domaine, parce que on essaye de faire des jolies choses. Et oui, c'est un lieu aussi un lieu de réception. Oui, on fait tout. On fait des cocktails, on fait des vernissages, on fait des expositions permanentes. Tu vois, là, on a un artiste en ce moment qui expose pour plusieurs mois. Les gens, ils peuvent venir acheter ses toiles. Ça fait vivre, en fait, la maison. Et les gens, ils viennent avec leurs projets et ils font vivre le domaine. Tu vois, le but, c'est on fait à 100% comme tu l'imagines. Tu veux faire la fête? Ok, on va faire la fête. Voilà. Et c'est top. Et les séminaires, les gens, ils veulent vivre autre chose. Ok, on va vous faire vivre autre chose. Voilà. Faites-nous confiance, on va le faire. Lucas, c'est terminé. Ouais. Pour quelqu'un de taiseux, j'ai trouvé que tu parlais bien, beaucoup. Ça, je suis désolé. Mais pas du tout. On a passé un super moment. On espère juste que notre communauté de rugby amateur va apprécier. J'ai pas trop de doutes. C'est bourré d'anecdotes, bourré d'humains, bourré de sincérité. Donc je pense que ça te correspond bien. Et écoute, on te remercie pour ce moment. C'est moi qui te remercie. On a fait 1h30 avec Fabien Pelouse, hein. Moi je t'ai pas tout raconté, t'es fou. Sinon, qu'est-ce que t'as raconté? Tu t'es fait chier, tu t'es fait pour le possible. Franchement, quand t'en as un comme moi, c'est dur. Si t'en as deux, c'est l'enfer. 3, tu t'arrêtes.